Monsieur Collomb, je vais vous dire pourquoi, selon moi, vous avez 15 000 raisons. 15 000 raisons de ne pas revenir à la tête de notre ville. C'est beaucoup, hein. Oui, vous venez de dire que c'était beaucoup. En effet, 15 000, c'est le nombre de jours écoulés depuis votre première élection, le 25 mars 1977 au conseil municipal. Alors, il y a quelques minutes, vous avez retrouvé votre siège de maire à la faveur d'un exercice démocratique qui rendrait jaloux l'empereur Palpatine lui-même et qui confirme cet aphorisme de Woody Allen selon lequel l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Lyon, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, élevée au rang des 10 villes les plus attractives d'Europe, capitale des Gaules, phare de la Renaissance, berceau de la révolte des Canuts et de la Résistance. Une ville bourgeoise à l'histoire rebelle, mais qui semble pourtant redouter le changement. Depuis bientôt 20 ans, son maire, Gérard Collomb, tient fermement les rênes d'une ville dont il a parfaitement compris l'âme. Au fil de ses mandats successifs, il a tissé avec elle une relation fusionnelle. Et, malgré l'usure du temps, il reste incontournable. Le baron de Lyon, c'est lui. Un baron, c'est une sorte de noblesse de la terre. Et lui, sa terre, c'est Lyon. Il croit qu'il a fait Lyon, alors que c'est beaucoup Lyon qu'il a fait. Un baron en politique, c'est quelqu'un dont on pense que tout ce qui se fait et toutes les décisions qui peuvent être prises ne peuvent passer que par lui. Je pense que c'est ça, pour moi, l'expression du baron en politique. Il y a belle chose à Lyon. Hein. À mon avis, il doit y avoir un bon maire. Moi, je le garderai. Hein. Ouais. On devient baron quand on croit qu'on est devenu indispensable et qu'on oublie qu'il faut se retirer au bout d'un certain temps. Monsieur Collomb, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire de Lyon. Le règne de Gérard Collomb commence en 2001, un soir d'euphorie. Avec sa victoire, il offre à la gauche une ville restée le grand fief de la droite et du centre depuis plus de 40 ans. Ça fait des années qu'on attend ça, hein. Bravo. Oui. Très bien, très belle élection, merci. On n'avait pas la certitude d'arriver jusque-là. On avait la croyance, des espérances, mais pas des certitudes. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est une journée particulièrement émouvante. 5 minutes après son élection, Gérard Collomb enfile son écharpe. L'épaule est bien la bonne, mais l'écharpe est à l'envers. Quelques secondes de flottement, presque rien, pour celui qui rêvait l'instant depuis 24 ans. À une époque, personne n'aurait parié sur Gérard Collomb. Je sais qu'à l'époque, certains, qui n'étaient sans doute pas des grands visionnaires, disaient il faut que Gérard Collomb soit... Laissez Gérard Collomb candidat à la ville de Lyon, de toute façon, le Parti socialiste ne gagnera jamais cette ville. Pendant près de 25 ans, cet agrégé de lettres classiques était surtout reconnu par son prénom. Je suis moi-même étonné que dans des quartiers comme le 7e, comme le 8e, comme le 2e, où je n'étais pas très connu, tout le monde, d'ores et déjà, commence à m'appeler Gérard. Gérard aura bataillé longuement pour devenir Monsieur Collomb. Le jeune professeur agrégé, débarqué de Chalon-sur-Saône avec beaucoup d'ambition, mais peu de charisme, a dû surmonter une longue traversée du désert avant d'accéder aux plus hautes fonctions. Gérard Collomb a eu beaucoup de difficultés de s'imposer. Il était un peu introverti, il faut bien le reconnaître. Il était timide. Il était un peu prisonnier d'un physique qu'il n'aimait pas. Du jour où il a changé son physique, où il a fait tomber les lunettes, il a fait tomber la moustache, etc. Je l'ai vu, moi, devenir ce politique accroché à une mission qu'il rêvait. Je pense qu'il a toujours rêvé d'être maire de Lyon. Ce fauteuil à la mairie de Lyon, il l'obtient l'année de ses 53 ans, après avoir essuyé 4 échecs successifs depuis sa première candidature en 1977. Mais Gérard Collomb est de ceux qui ne lâchent pas. Sa persévérance a payé, mais aussi la chance qui marque sa campagne de 2001.
Lyon, c'est quand même une très belle ville, hein. C'est vraiment une très belle ville. Lyon venait de vivre les affres de Michel Noir, cette période un peu difficile pour Lyon. Après la magie Michel Noir, il y avait eu la disgrâce. Millon fait une campagne d'enfer. Il avait été, avec le soutien du Front National, président pendant quelques mois de la région Rhône-Alpes. Il fait une campagne d'enfer et la droite se divise. Et Collomb se faufile et il devient, à la grande surprise, maire de Lyon. C'est-à-dire que celui qu'on qualifiait de loser permanent, qui était là pour faire de la figuration, d'un seul coup, il se trouve maire de Lyon. Ce premier mandat, Collomb le sait risqué et difficile, lui qui est entré à l'hôtel de ville comme par effraction. Pourtant, il se jure qu'il ne perdra pas cette place qu'il a mis si longtemps à gagner. Sa stratégie ? Faire de Lyon une rivale des capitales européennes. Celui qui va transformer la ville, c'est lui. Allez, go! Il attaque son programme par la réhabilitation du quartier très populaire de La Duchère. Ces bars HLM sont dynamités dans le but d'attirer de nouveaux propriétaires sur la 3e colline de Lyon, trop longtemps délaissée. J'ai vu le quartier de La Duchère ne pas bouger. Et je veux, pendant ce mandat, qu'il évolue fortement. C'est à Vèze que Gérard Collomb gagne ses galons de maître bâtisseur en faisant venir les entreprises de nouvelles technologies dans ce quartier industriel moribond. Dans ce quartier, c'était des friches. La Rodiaceta, Rhône-Poulenc, tout ça, c'était parti. Et qu'il fallait donner un nouvel élan. Et le nouvel élan qu'on avait choisi, c'était le numérique, et notamment le jeu vidéo. Je m'appelle Bruno Bonnel, j'ai 27 ans, je suis lyonnais. Tu as triché. 15 millions de chiffre d'affaires. 2 millions de bénéfices. Tout ce qui est infogramme, c'est des cerveaux. Tout ce qui sort, c'est des idées. Tout ce qui rentre, c'est de l'argent. Le premier souvenir de Gérard Collomb, c'est un coup de fil. Allô, c'est Gérard Collomb avec cette voix si typique, disant qu'il me proposait de prendre un café dans un obscur petit café du 9e, auquel il m'a invité ensuite finalement à manger à l'île Barbe, chez Ancenay. On s'est assis, puis il m'a dit, voilà, j'aimerais que vous veniez vous installer dans le 9e, j'ai appris que vous voulez déménager, on ne se connaissait pas. Et la verve, la passion, et surtout parler de ces friches à reconvertir, moi qui suis un spécialiste de la transformation, j'ai trouvé ça génial. La personnalité de Gérard Collomb est assez exceptionnelle dans les années 2000. C'est un élu visionnaire qui a une vision, non seulement pour son arrondissement, mais également pour, à l'époque, sa ville, puis plus tard pour sa métropole. Il l'a toujours visualisé, senti, ressenti comme une Europole. Et ça pouvait qu'entraîner les chefs d'entreprise un peu ambitieux. On n'appelait pas ça encore les start-up, mais c'était plutôt un peu les sociétés champignons. Il y avait moi, mais il y avait aussi des gens comme Jean-Michel Aulas qui s'est installé à côté avec Cégide, des gens qui rêvaient un petit peu de transformer le monde. Le patronat avait vu arriver Gérard Collomb comme un personnage qu'ils ne connaissaient pas, un socialiste, je ne vais pas dire presque le couteau entre les dents. Et puis ils ont vu qu'au fond, avec ce socialiste, on pouvait s'entendre, faire des affaires, développer la ville, qui tenait un discours moderne, face à une droite ici un peu ringarde, parce que la droite lyonnaise, c'est totalement ringardisé. Et donc pour le patronat, c'est un compagnon de bonne aloi. Il est fasciné par le monde de l'entreprise. Et avec, je pense, quelque chose qui peut-être, au fond de lui, il aurait peut-être aimé être un jour un chef d'entreprise. Il le dit souvent. Il disait, je suis comme un chef d'entreprise, je suis un chef d'entreprise parce que je suis à la tête d'une collectivité avec beaucoup d'agents, etc. Collomb ne ménage pas ses efforts pour séduire les patrons lyonnais, au risque d'agacer ses compagnons de gauche qui lui reprochent même de tomber dans le bling-bling. Il y a un moment caractéristique, c'est quand il joue au boule le 15 août à Saint-Tropez, sur la place des Lys. Il aime bien être avec ce monde du patronat, comme si ce monde... C'était lui, d'une certaine façon, le petit chose qui d'un seul coup est adoubé par les patrons qui, eux, ont l'argent, et pour lui le pouvoir. Dans les premiers mois de son mandat, Collomb fait installer 500 caméras de vidéosurveillance qui quadrillent toute la ville. Il chasse les prostituées du centre, crée une brigade anti-tag
interdit la vente d'alcool le soir, ordonne la fermeture d'un lieu d'accueil pour les plus précaires. À gauche, les espoirs retombent très vite. Ils voulaient du social. Leur mère est l'amie des patrons et fait de la sécurité sa priorité. La gauche plurielle n'a jamais pris en compte ce problème pour des raisons intellectuelles, philosophiques. Et on a vu le résultat final. Beaucoup de gens qui pensaient que ce n'était pas simplement un délire sécuritaire, mais qu'ils connaissaient cela dans leur vie quotidienne, puisqu'ils s'étaient fait agresser dans les transports, en allant en réunion, en allant faire leurs courses, eh bien, n'ont pas voté pour le candidat Jospin. Je pense que dans sa stratégie personnelle, Gérard Collomb a compris qu'à Lyon, pour être élu ou réélu, il faut se pradéliser. Pradéliser, c'est-à-dire faire du terrain et puis pas se mêler des Parisiens, quoi. Et même apparaître un peu opposé à Paris, quoi. Pradel, c'était le maire de Lyon qui a succédé à Herriot. Il avait donné le bon sens lyonnais. Et donc Collomb, il va endosser ce bon sens lyonnais, un peu apolitique, avec une certaine gouaille, de l'humour. Et il se pradélise, donc il devient évidemment moins politique et moins à gauche qu'il l'était à l'origine. Si j'avais été un apparatchik pur jus, à mon avis, jamais je n'aurais été élu maire de Lyon. Donc le fait d'être un peu hétérodoxe, d'apparaître comme pensant indépendamment des clichés et d'un prêt-à-porter idéologique, à mon avis, m'a plutôt servi pour la suite. Après 18 mois de mandat, l'effet attendu ne vient pas. Collomb lui-même s'agace d'être en permanence comparé à Bertrand Delanoë, qui rayonne avec Paris-Plage et les Nuits Blanches. Aux impatients, Collomb promet un effet catch-up. Tout arrivera d'un coup à la fin. Il enclenche une politique événementielle pour changer l'image de sa ville et la rendre plus attractive. Quitte à faire feu de tout bois, il fait venir à grands frais une finale de Miss France, événement dénoncé comme coûteux et ringard, mais aussi les nuits sonores, qui font sortir l'électro de la clandestinité et permettent à la jeunesse lyonnaise de faire la fête en pleine lumière. Le maire le sait. Même s'il y a un désir de modernité, on ne dure pas à Lyon en brusquant la ville et ses traditions. Pour le comprendre, il faut se rendre dans l'un des temples de la politique locale, le Bouchon lyonnais. Depuis toujours, c'est là que se prennent les grandes décisions, sur un coin de nappe à carreaux. Alors ça, c'est une table que déjà beaucoup de gens adorent, mais surtout les maires de Lyon qui sont en fonction. Alors donc, il y a une époque, c'était surtout M. Barre qui adorait manger là. Et puis M. Collomb, je le mets souvent là aussi, des manies, des habitudes. Hein. Voilà. Non, c'est pas ça. Je vais passer par là, ça ira plus vite. Ah bah tiens, là, voilà. Bon, là, il y a M. Collomb, hein, Arlette Hugon et Brigitte Macron. Mais j'aime bien le personnage, j'aime bien l'homme. Oui, c'est vrai. Et je le vois souvent dans des réceptions, on le voit toujours. Et quand il arrive, on voit qu'il est content de nous voir. Il m'embrasse, il est dans les gens, ils sont toujours surpris. Tu embrasses le maire de Lyon? Mais je dis oui, ça fait 34 ans que je l'embrasse. C'est quelqu'un de simple, finalement. Et il aime les Lyonnais. Il y a ça aussi. C'est un Lyonnais, très important. Ah ben voilà, une photo. Allez, vous êtes d'où vous? Allez. Ça y est. Merci. Voilà, allez, bonne soirée à vous. Vous êtes monté en haut? Sa relation à la proximité, c'est pas quelque chose de calculé. Ça se sent sur le terrain quand vous avez quelqu'un qui se force à aimer le contact avec les gens. Lui, il se force pas, c'est un truc naturel. C'est pour ça que les gens l'aiment. Gérard Collomb est une personnalité politique aimée. Il y a beaucoup de gens qui se battent toute leur vie avec du grand talent, avec une grande énergie, mais qui malheureusement n'arrivent pas à se faire aimer.
Moi, Gérard Collomb, maire de la ville de Lyon, je vous remets cette médaille en commémoration du vœu des échevins, prononcé solennellement en 1643 par mon prédécesseur, le prévôt des marchands. S'il veut durer en tant que maire de la ville, Gérard Collomb doit rassurer la bourgeoisie locale. En franc-maçon assumé, il entreprend de s'attirer les bonnes grâces de l'évêché. Alors, on a coutume de dire qu'à Lyon, pour être maire de Lyon en tout cas, il faut bien s'entendre à la fois avec la franc-maçonnerie et l'Église catholique. Le fait que Gérard Collomb soit franc-maçon, il est maire de Lyon, il n'est pas évêque, hein, donc chacun dans son rôle. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ce ne soit pas un ami de l'Église. Je pense que c'est un homme très intelligent, un fin lettré. Moi, j'ai toujours été bluffé par la connaissance de l'Église, de l'histoire de l'Église lyonnaise par Gérard Collomb. Il en parlait presque mieux que l'archevêque. C'est quelqu'un de très consensuel, qui arrive à contenter beaucoup de gens. Donc comme c'est un bon politique, il arrive quand même à bien parler de l'Église et à reconnaître les valeurs de l'Église qui sont bonnes. Les berges du Rhône, c'est la fierté retrouvée d'une ville. Pendant un demi-siècle, Lyon les avait abandonnés aux automobiles, en simple parking. Poussé par ses alliés écologistes, Gérard Collomb souhaite les rendre aux promeneurs et aux cyclistes. Mais il a peur de mécontenter les automobilistes. Sous les pavés, la plage, sur le sable des chaises longues, nous sommes sur les berges du Rhône. La plage est artificielle, la mer est sans sel. Ce seront des guinguettes. Enfin stratège, il imagine les guinguettes, une grande fête populaire qui, durant 3 étés, permet aux Lyonnais de se réapproprier leurs berges. Le succès est immédiat. Le maire est fier d'enfourcher, bien avant Paris, le fameux Vélove. Il est heureux de cette osmose avec sa ville, mais une menace plane sur son trône. J'ai décidé de m'installer à Lyon pour travailler ici, pour rassembler l'ensemble de la droite et du centre dans la perspective des élections municipales. Construire une vraie dynamique dans la perspective de 2007. Ah bon ? Je sais pas, j'ai vu que c'était pour des raisons familiales qu'il avait décidé de reconstruire sa vie à Lyon. Les municipales approchent et la droite s'est unie derrière un champion pour reconquérir Lyon. Homme d'État un peu froid, mais né à Lyon où il a fait ses études, le garde des Sceaux Dominique Perben apparaît comme un adversaire redoutable. Bon, je vous dirais simplement que je trouve désobligeant pour mes collègues locaux de droite que, apparemment à Paris, on ait décidé que nul d'entre eux n'avait la carrure pour disputer le challenge lyonnais. Plaisantin devant la caméra, Gérard Collomb accuse le coup et craint de perdre son trône. Les preuves révèlent son naturel angoissé. Le maire se renferme dans son cabinet, ne supporte plus la moindre critique et encore moins les enquêtes de la presse locale. Il s'en prend ainsi ouvertement au journal Lyon Capitale, qui remet en cause sa gestion des marchés publics, jusqu'à apparaître autocratique. Pour moi, je le dis franchement, ce journal n'en était plus un, il était devenu un pamphlet. Le PS prend alors officiellement ses distances avec l'attitude liberticide du maire de Lyon. Et la campagne se poursuit. Réunion stratégique, à 2 semaines des élections. Même s'il fait la course en tête, son équipe espionne la stratégie de l'adversaire. Moi, c'est Dominique. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il reste que 3 semaines, qu'il faut mettre le paquet, qu'on va mettre le turbo et qu'on va les défoncer. Nous, on va rester surtout extrêmement sereins. Une sérénité qui s'explique. À l'approche des élections, la chance lui sourit de nouveau. Jean-Pierre Raffarin repousse les municipales d'1 an, ce qui lui laisse le temps d'inaugurer les berges, immédiatement adoptées par les Lyonnais. Nous redonnons aux Lyonnais un espace de convivialité. D'ailleurs, ils se le sont appropriés et chaque week-end, chaque soir,
On voit des dizaines de milliers de Lyonnais qui aiment flâner sur ces berges, un peu comme nos amis espagnols aiment flâner sur les Ramblas. La victoire sur Perbène, la façon dont il a réalisé cette campagne électorale, élu au premier tour, c'est là où il a eu, à un moment donné, peut-être une forme d'arrogance. Ce que nous avions promis aux Lyonnais, il y a 7 ans, nous l'avons tenu. Il va inventer un discours sur le modèle lyonnais en vantant la ville de Lyon pour se propulser au niveau national, pour essayer, au niveau national, de vanter ses réalisations, d'être au fond un maire qui va compter sur le plan national. Les projets imaginés lors de son premier mandat commencent à sortir de terre. Ils sont enfin visibles par tous. Gérard Collomb peut fièrement inaugurer le centre commercial de la Confluence, pour lequel il s'est inspiré du Mare Magnum de Barcelone, sa grande référence. Du loisir, des restaurants, du commerce, le long d'un vaste bassin portuaire, voilà 7 à 9 hectares, appelés à devenir dans quelques années le pôle de loisirs du futur quartier Lyon-Confluence. Les réalisations singulières confiées à des architectes contemporains sont un véritable succès. Il fallait oser, Collomb l'a fait. Une audace qui offre à Lyon la couverture de tous les magazines. Sa vision se réalise. À présent, Lyon est envié par ses consoeurs européennes. Il est maintenant quelqu'un d'installé, il a sa légitimité. Donc il va faire une direction tout à fait marquée, tournée autour de sa personnalité, de ses réalisations. Et il a un mode de leadership qui est un mode de direction très personnel, très autoritaire, très autocentré, avec un cabinet renforcé. À Lyon, il va être vraiment autoritaire, puis ça va virer au despotisme municipal après. Le pouvoir peut griser, rendre autoritaire. Mais chez Gérard Collomb, il semble avoir des effets encore plus profonds. La presse se fait l'écho d'excès de colère de plus en plus impressionnants. Certains racontent qu'il peut en pleine crise se mordre la main ou griffer son bureau. J'ai vécu quelques colères de Gérard Collomb, mais des colères qui étaient des colères dont il ne se cache pas, parce qu'il les assume. Enfin, je ne crois pas qu'une seule fois Gérard Collomb a cette question, il dit non. Ici, il pique des colères, il doit en piquer encore. Et souvent d'ailleurs, parce qu'il considérait que les réponses qui lui étaient faites étaient des réponses approximatives, incomplètes. Gérard Collomb, c'est le spécialiste de vous passer un coup de fil pour vous dire au fait, est-ce que tu peux me dire le nombre de créations d'entreprises en 2017 sur la métropole de Lyon? Et c'est vrai que les collaborateurs, vaut mieux qu'ils aient le bon chiffre. Ceux qui étaient tentés de donner un chiffre en disant on va se débarrasser de ça, c'était pas le bon. En général, ça finissait jamais très bien. Donc voilà, c'est plutôt les colères liées à cette volonté de toujours vouloir aller dans le détail des dossiers. S'il y a une chose qui me met dans les colères noires, c'est de savoir que sur un certain nombre de choses, les gens ont décidé en fonction de leur opinion, mais pas forcément de la mienne. Une colère de Collomb, c'est une colère nerveuse, inexpliquée, qui c'est une forme d'autoritarisme, comme si à un moment donné, il avait le sentiment d'avoir été remis en cause. Donc non, c'est non. Voilà, donc c'est des gestes désordonnés, c'est des piles de dossiers qui peuvent tomber par terre et des choses comme ça. Donc c'est une colère incontrôlée, infantile. Est-ce que vous savez combien la métropole a déboursé pour payer les accès au stade, les routes? 200 millions d'euros. Oui. Est-ce que ça vous paraît une somme importante, peu importante, justifiée? Les chiffres sont là, c'est 200 millions d'euros qui sont dépensés par la puissance publique pour la construction d'un stade qui va procurer du travail aujourd'hui
à 1500 personnes. C'est comme cela que l'on développe l'économie à Lyon, cher monsieur. Et c'est pour ça que l'on réussit. Et c'est pour ça que... Et c'est pour ça que les Lyonnais me font confiance et que je suis réélu. Et c'est pour ça que vous avez dû donner un coup de pouce à monsieur Aulas pour son stade. Voilà, on va peut-être s'arrêter là, si vous voulez bien. Monsieur, regardez l'investissement pour le tram. Merci. Pour le tram. Non mais, bon, allez-y. Monsieur Collomb, le tram a coûté 76 millions d'euros. Est-ce que c'est justifié selon vous? Monsieur Collomb, c'est des investissements publics qui sont importants. Voilà. Alors, les lentilles hein, et le museau, vous allez partager. Tout à fait. Voilà. Je vais vous chercher de là. Merci. Il faut être d'accord avec lui quand même, hein, sinon on va au conflit. Mais il nous en veut pas. Ce qu'il y a de bien, Gérard, je trouve qu'en ça, il n'a pas trop changé. On peut s'engueuler, mais il nous en veut pas et je crois que même il aime bien les gens qui osent lui dire la vérité. Parce que certains ont tellement peur de lui, parce que c'est vrai qu'il prend des colères, hein, il tape sur la table. Bon, mais il y en a certains certains ont tellement peur de lui, ils ne lui disent pas la vérité, ne lui disent pas les choses. Et Gérard, il apprécie les gens qui lui disent les choses. C'est un réflexe aussi qui est créé par une cour qui s'installe. Une cour de partisans, partisanes, de flatteurs. C'est La Fontaine, hein, on n'a rien inventé. Voilà, c'est toujours la même comédie humaine, la même comédie du pouvoir, Molière et compagnie. Hein, on revit exactement les mêmes choses. Il n'a pas su s'en préserver. Et avec surtout la peur de perdre. J'ai gagné. Cette fois-ci, c'est bien moi qui ai gagné. Donc, il faut que je garde cette ville. Le réaménagement du quartier de la Part-Dieu est certainement son projet le plus colossal. Il révèle également l'ambition du baron de briguer un 3e mandat. Gérard Collomb veut désormais marquer la ville de son empreinte et la doter d'une véritable skyline. Nous devons développer ce cœur de l'agglomération et même de la métropole de manière à pouvoir accueillir des activités nouvelles dans ce qui va devenir un hub européen. Aujourd'hui, c'est la seule tour qui est en train de s'édifier en France, donc un chantier exceptionnel. C'est déjà le 2e centre d'affaires français. Mais le baron de Lyon estime que le quartier n'est pas reconnu à sa juste valeur et veut le rendre enfin visible sur la scène européenne. 1, 2, 3. Gérard Collomb reste un homme politique redoutable et redouté, qui exige une parfaite loyauté de tous les élus de sa majorité et châtie impitoyablement toute tentative d'émancipation. Il y a beaucoup de trahison dans son camp. Les gens qu'il a fait, il en a tué certains, ou certaines. Je pense à Najat Vallaud-Belkacem, je pense à Braillard, d'autres qui ont été un peu mis sur la touche, comme Thierry Philippe par exemple. Donc il a ces personnalités fortes qui avaient vraiment un rayonnement. Collomb ne les a pas acceptés. C'est ce qu'on appelle le baobab, hein, c'est-à-dire je suis là et rien ne pousse autour. Gérard Collomb dit souvent, en tout cas exprime souvent l'idée, d'ailleurs je ne suis pas le seul, il exprime souvent ça auprès de beaucoup de proches, enfin en tout cas en politique, en disant il me doit tout, je l'ai fait, je l'ai façonné, enfin tout ce qu'on veut. Moi je suis toujours un peu surpris de ce genre d'expression, d'abord parce que moi je ne suis pas arrivé, j'étais pas... en train de tourner autour de chez lui pour lui demander un emploi, une fonction. Ce qu'il a fait, c'est clair que j'ai sans doute, avec lui, appris la politique. Ça me sert beaucoup aujourd'hui, hein, ce qu'il m'a appris, mais c'est sur un champ restreint qui était celui de la politique. Il a tellement, pour parler familièrement, galéré pour accéder à ce pouvoir. C'était tellement son objectif que ce pouvoir, il ne peut pas le donner, il ne peut pas le partager. Finalement, le système Collomb, c'est un système hiérarchique d'autorité. On n'est pas élu, on est nommé. Donc, quand on est nommé, on dit merci.
Et si on ne dit pas merci, c'est qu'on est déloyal. Donc il vit ça comme ça. Il a inversé tous ses rapports et c'est ce pourquoi il se sent trahi toute la journée. C'est aussi ce pourquoi il est tout seul. Seul et assoiffé de reconnaissance. La ville qu'il a pensée, rêvée, ne cesse de grandir, de briller. Pourtant, cela ne suffit pas à assouvir son ambition profonde. Accéder à la reconnaissance nationale. Malgré la victoire de François Hollande en 2012, il n'obtient toujours pas le Marocain ministériel dont il rêve. Le pouvoir l'a transformé, mais je pense que sa nature profonde d'avoir été longtemps celui qui n'était pas reconnu, puis après s'être imposé à la force du poignet, tout ça l'a conduit à se replier sur lui-même, à ne plus croire aux autres, à avoir des trahisons partout, à ne pas faire confiance aux autres. C'est ça ce qui caractérise Colomb, et une volonté farouche, mais aussi un très grand pragmatisme, une intelligence politique aussi. Il ne faut pas le sous-estimer. Il a cette intelligence politique de l'instant. 2012 offre à Gérard Collomb une occasion d'étendre son emprise sur la ville. Il récupère les compétences du département du Rhône, dont les finances ont été mises à mal par une gestion calamiteuse du chantier du musée des Confluences. C'est la création de la métropole, une collectivité unique en France, dont Collomb espère faire un modèle. Municipal 2014. Le baron est au fait de sa puissance. La partie semble gagner d'avance. Pourtant, ses proches racontent un homme devenu très fragile, qui néglige de faire campagne et qu'ils doivent constamment remotiver. Une assise locale qui ne suffit peut-être plus à cet homme, encore et toujours hanté par une reconnaissance nationale qui ne vient pas. Son emprise sur la ville est telle qu'il l'emporte malgré tout. Il peut inaugurer sa métropole, mais semble se désintéresser totalement des nouvelles compétences qu'elle lui apporte. Il faut dire qu'elle concerne principalement la gestion des collèges et le social, des domaines qui ne l'ont jamais passionné. Ce matin encore, l'eau coulait de cette fontaine du jardin des Chartreux. Certains quidams avaient ouvert les vannes, alors que la ville de Lyon souhaite les laisser fermer. Ce midi, la municipalité a donc dépêché son service des espaces verts pour empêcher tout accès à l'arrivée d'eau. Une décision difficile pour les familles de Rome qui vivent le long du parc. Une décision qui fait sortir la maire du 1er arrondissement de Ségon. On peut parler de bras de fer puisque la ville de Lyon, depuis début juillet, ne veut pas réinstaller l'eau au sein du jardin des Chartreux, qu'elle ne veut pas non plus prendre à bras-le-corps la question de la présence de familles d'origine de Roumanie, de familles roms essentiellement sur son territoire. Gérard Collomb aime beaucoup se réfugier pour parler de ses valeurs derrière l'expression l'humanisme à la lyonnaise. C'est une tarte à la crème, ça ne veut rien dire aujourd'hui l'humanisme à la lyonnaise. Quand vous avez un maire qui, de manière autoritaire et arbitraire, là ça a été très violent, ferme les lavoirs bains-douches sur le 1er arrondissement, et quand 6 mois après, il coupe les fontaines d'eau potable et publique dans le jardin des Chartreux, il a oublié, pour moi, il a oublié les fondamentaux de ce qui a fait son engagement en politique. Il a beaucoup évolué. Ce qui caractérise Collomb quand il devient maire, il est maire élu de gauche, sur des listes socialistes, communistes, écologistes. Et après, il va tout faire parce qu'il se dit, son analyse, à l'époque, c'est Lyon n'est pas à gauche. De capter les voix de droite. Il est très clairement situé au centre droit. Et donc, on va le voir peu à peu abandonner les convictions de gauche sur des sujets importants. Enfin, on a le sentiment qu'il n'y a pas d'attention de la part de Gérard Collomb sur ces cas de détresse ici. Et qu'il estime pour le développement de la ville qu'il vaut mieux parler de construction, de développement économique, intellectuel, des universités, des choses comme ça, que le social qui n'est pas porteur en termes de développment. Gérard, il ne porte pas les sujets sociaux parce qu'il ne sait pas comment en parler. Moi, je crois que c'est ça. Franchement, il a vite la larme à l'œil dès qu'on lui raconte des choses dramatiques. Donc, c'est pas qu'il n'a pas le sens du social. C'est que, pour lui,
C'est pas un discours. Ses origines simples, ses origines, son papa, sa maman, sa famille, fait qu'il est très sensible en fait, mais que pour lui, je crois que ça doit être impudique d'en faire étalage. Il ne pas se mettre en avant là-dessus. C'est possible que ce soit ça. Ne pas se mettre en avant là-dessus pour pas en tirer gloire. Ce peu d'intérêt pour les sujets sociaux n'aide pas Gérard Collomb à gagner la reconnaissance de ses camarades socialistes qui restent indifférents à son modèle lyonnais. À chaque remaniement, le baron de Lyon espère pourtant un appel du président François Hollande. En septembre 2014, il est convaincu que son tour est enfin venu. J'étais en voiture et j'écoutais France Info. On annonçait le gouvernement, puis vous savez, le gouvernement, c'est toujours retardé. Et on annonçait Gérard Collomb à l'industrie, Gérard Collomb a déjà rencontré le MEDEF, Gérard Collomb a déjà presque s'est presque installé au ministère de l'Industrie. Puis 19h, lecture se fait sur le perron de l'Élysée et Gérard Collomb n'y est pas. Il n'est pas ministre. Dans le dernier wagon socialiste qui part avec Manuel Valls. C'est finalement Emmanuel Macron qui est nommé. Le baron Collomb observe alors discrètement ce jeune loup qui défie les éléphants du PS. En fin limier, il va avant tout le monde lui proposer son soutien. Il joue gros, mais c'est un joueur. Quand il a joué Macron, c'était sa dernière carte. Il n'avait plus de carte nationale. Et d'un seul coup, il se retrouve numéro 2 du gouvernement et ministre d'État. C'est extraordinaire pour lui, extraordinaire. Il est 20h. Voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. Il y a des fois où je suis monté sur scène et finalement je sentais moins que c'était ma victoire. Là, ce soir, oui, je sens effectivement que nous avons accompli ensemble un parcours absolument extraordinaire. Je lui donnerai une aide, toute mon aide, au cours de tout ce quinquennat. C'est avec un petit pincement de cœur que je vais abandonner les fonctions de maire de Lyon et de président de la métropole de Lyon. Depuis 15 ans, j'y avais mis toute mon âme, toute mon énergie. Une ville que le baron vénère jusque sur le parvis de l'Élysée le jour de sa propre consécration. Une ville qu'il va pourtant devoir confier à d'autres durant son absence. Il devient ministre de l'Intérieur et en 24 heures, il organise en quelque sorte ici un mécanisme de succession, entre guillemets, temporaire. Et donc il dit, ici à la métropole, tu dois partir à la métropole, tu en es le premier vice-président, il faut reprendre la métropole. Comme ça que les choses se mettent en place. Et par parallélisme des formes, il dit à Képénékian, à Georges, bah, toi tu es premier adjoint, tu seras maire de Lyon. C'est comme ça que les choses s'enclenchent. Vous passez des contrats avec les villes, ensuite vous occupez de sécurité, après vous occupez des problèmes évidemment de terrorisme, d'asile, d'immigration. Donc c'est une activité très intense et je dirais que pour moi c'est 3 fois plus de travail que ce que j'avais à Lyon. Je suis pas sûr que c'était the right man on the right place, enfin, comme disent les Américains. Ministre de l'Intérieur, hein, c'est un job qui n'est pas aisé. Hein. Quelqu'un qui est exclusivement provincial, quitter cet habit de provincial pour plonger dans ce qu'est le ministère de l'Intérieur et tout ce que signifient ces missions, est-ce que c'était le meilleur casting? La loi dont nous allons commencer ce soir l'examen vise 3 objectifs majeurs. Une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif, une intégration réussie. Le franc-parler populaire qui lui a si bien réussi à Lyon
se retourne contre lui dès lors qu'il aborde des sujets autrement plus sensibles. La place Beauvau était-elle faite pour le baron de Lyon ? Nous mettrons ce qu'il faut pour que les réfugiés puissent être accueillis et que les autres puissent être éloignés. C'est là la condition qu'a posée le président de la République et que le ministre de l'Intérieur suivra. Et la loi immigration, on est resté en travers de la gorge. Hein. La loi qu'il a fait voter quand il était ministre de l'Intérieur, la loi asile et immigration, j'ai trouvé que c'était pas possible, quoi. En plus de ça, quand je lui ai demandé des explications, il s'énerve. Alors, c'est pas facile d'avoir des explications. Quand Gérard Collomb devient ministre de l'Intérieur, il change de stature, il change de casquette. Un ministre de l'Intérieur, il ne peut pas se comporter comme un maire d'une ville, quand bien même c'est la ville de Lyon. Le rapport notamment aux migrants, le rapport à la sécurité, n'oublions pas qu'on est quand même dans des périodes un peu compliquées avec les attentats. Donc il y a une autre stature et il y a un autre cadre. Donc c'est sûr que ça a pu décevoir des gens, le rapport d'un maire socialiste face à l'accueil de l'autre et du réfugié. Puis-je vous dire, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas que le Sénat qui fait du benchmarking, mais que les migrants aussi font un peu de benchmarking pour regarder les législations à travers l'Europe qui sont, on va dire, les plus fragiles. Et voyez par exemple que telle nationalité, que là encore je ne citerai pas, elle se dirige plutôt sur tel pays, non pas parce qu'elle est plus francophile, mais tout simplement parce qu'elle juge que là, c'est plus facile. Il a du mépris pour des gens dans l'extrême difficulté qu'il serait prêt à accuser d'être les auteurs de leur propre fatalité. J'ai été vice-président de Gérard Collomb, j'ai démissionné en 2015 dans des accords profonds. Aujourd'hui, il me fait honte. Je relis ce poste que j'ai fait en avril 2018, alors que Gérard Collomb était ministre de l'Intérieur. Ce poste concernait les refoulements à la frontière au col de l'Échelle en Italie, qui ont été d'une extrême violence et qui se sont opérés le plus souvent en toute illégalité, avec des gendarmes qui se faisaient engueuler par leurs femmes le soir et qui leur disaient « mais les gendarmes, ça va sauver les gens en montagne, ça ne les refoule pas dans la neige ». Voilà, en créant un contexte qui d'ailleurs a numériquement fait chavirer l'opinion en Italie. C'est plus de 50 000 personnes en 2017 qui ont été refoulées à la frontière italienne. Imaginez les Anglais nous faisant ça à Calais, quoi. Ce sera la révolution. On a vécu là-dessus pendant 30 ans d'une mascarade sur les migrants. On a fait croire qu'il fallait soit être angélique, soit être quasiment fasciste. La réalité, elle est entre les deux. Et la loi qu'a portée Gérard Collomb difficilement, bien sûr qu'elle a choqué une partie des gens qui étaient encore dans l'idéologie, mais elle a choqué personne comme moi qui était dans le pragmatisme. Et je pense que oui, il a joué le rôle de la personne qui sonnait la fin de la récré de l'immigration en France. Il est un messager de paix pour l'immigration de demain, plutôt qu'un messager de guerre à une idéologie angélique telle que je l'ai vue à l'Assemblée nationale. Une consécration. L'aboutissement de toute une vie. Mais Gérard Collomb découvre que la médaille a son revers. Le poste s'avère épuisant et très exposé aux critiques. Je pense que le costume était trop grand pour lui. La maison en police, très difficile à manœuvrer. C'est vraiment quelque chose qui doit tenir, qu'on doit tenir 24 heures sur 24. Sa place est à Paris, mais son cœur est resté à Lyon. Il rentre dès que possible dans son fief, incapable de lâcher sa ville trop longtemps. D'autant que ses remplaçants, David Kimmelfeld et Georges Kepenekian, ont l'air d'avoir bien investi leurs nouvelles fonctions. Trop bien, certainement, pour ne pas inquiéter le baron. Lorsqu'au ministère, l'affaire Benalla éclate, c'est encore une fois dans sa ville qu'il trouve refuge. Il est dès lors catalogué par Paris comme ministre à temps partiel. Et les week-ends, on lui reprochait d'abord à Paris d'être toujours à Lyon, les week-ends. Ah oui, aussitôt qu'il avait un moment qu'il pouvait s'échapper, il était lyonnais. Moi, je l'ai senti, enfin quand je suis allée le voir, je ne l'ai pas senti heureux au ministère de l'Intérieur. Et
J'ai écouté pour l'affaire Benalla, quand il a été interrogé, on voyait quand même qu'il en souffrait, hein, qu'il avait été mis vraiment devant le fait accompli. Et quand il dit qu'il vaut mieux passer pour un incompétent que pour un délinquant, il le pense, hein, parce que ça, il ne le supporte pas. Gérard, il a une chose pour lui, c'est que c'est un homme honnête. Alors ça, je suis prête, moi, à mettre ma main à couper. C'est un homme honnête. Avez-vous déjà rencontré M. Benalla? J'avais déjà rencontré M. Benalla lors, effectivement, de services d'ordre. Personnellement, je ne le connaissais pas. Je croyais même que c'était quelqu'un qui faisait plutôt partie des services de police. Je ne l'avais jamais rencontré, j'ignorais, enfin je l'avais rencontré, mais j'ignorais sa qualité de conseiller du président de la République. Ministre de l'Intérieur, vous voulez que je vous fasse une confidence? Il a été extrêmement malheureux. Extrêmement malheureux. Mais vous savez très bien comment sont les règles au gouvernement. Tu te tais ou tu te tires? Regardez ce qu'il a fait. Avec une personnalité comme lui, avec le caractère qu'il a, mais il ne pouvait pas rester et avaler des couleuvres. C'est toujours avec beaucoup de regret que l'on quitte le ministère de l'Intérieur. Parce que c'est un très grand ministère. Je pense que Gérard Collomb, au terme de ses 3 mandats, de tout ce temps long, est un homme extrêmement seul. Et d'ailleurs, le dernier cercle de son entourage qui l'emmène avec lui au cabinet du ministère de l'Intérieur va exploser et le rejeter d'ailleurs. C'est des gens qui ne peuvent plus le supporter. Et cette solitude, qui est la solitude de l'homme qui pleure à l'Élysée, qui est la solitude de celui qui a tout pouvoir mais qui est tout seul, fait qu'il est submergé par les inconvénients de cette solitude qui prend la forme d'une émotion incontrôlée, de décisions désordonnées. Je crois qu'effectivement, à un moment donné, il ne peut pas rester 2 heures de plus à Paris. Ça lui insupporte et quelque part, c'est un trait de caractère, un trait sans doute de la longue durée, du surmenage, peut-être même d'un certain âge, qui fait qu'il ne tient plus. Il craque. Il quitte le ministère, il arrive à Lyon. Il n'y avait pas un empressement très fort de le voir revenir. Hein, parce qu'effectivement, j'avais bien vu que dès le départ de Collomb au ministère, que déjà se tramait la trahison. Certains plans qui s'étaient plus ou moins établis, pensant qu'il ne reviendrait plus, ou qu'il ne reviendrait pas, ou qu'il reviendrait dans d'autres conditions, mais plus tard. Donc tout le monde avait essayé de prendre ses positions. Hein. Il leur donnait la place, il les faisait rois, et la première démarche qu'ils font, et tout, c'est de voir comment ils pouvaient éviter qu'ils reviennent. Lyon est apparu comme le lieu où Gérard Collomb se retrouvait, se ressourçait. Donc je crois qu'à Lyon, il a une estime des milieux populaires. Dans les classes plus aisées, plus intellectuelles, on voit les limites de son pouvoir, à la fois son âge, son mode de gestion autoritaire, mais évidemment dans le grand public, il reste notre maire avec ses défauts, mais le maire qu'on aime bien. Collomb Gérard, 41 voix, il est donc élu. Le 5 novembre 2018, dès son retour du ministère, il est réélu lors d'un conseil extraordinaire et retrouve son fauteuil de maire. Il annonce d'ailleurs quelques semaines après sa candidature à un 4e mandat. Je
Gérard, il est comme tous ces hommes qui ne peuvent pas lâcher parce qu'ils ont peur du vide. Moi, je peux comprendre, il a fait des tas de trucs, il a construit des tas de choses. Qu'il y ait une nostalgie très forte à l'idée d'arrêter tout ça, je comprends. Il peut y avoir une notion, une forme de pathologie du pouvoir. J'en ai tellement besoin que je suis prêt à tout pour y rester. Quand on a passé les 70 ans, on passe la main, parce qu'il n'y a plus assez de futur dans sa tête. Et il ne va pas porter, il ne peut pas penser l'agglomération à 20 ans. Pas possible. Quelles que soient les qualités qu'il peut avoir. Donc ça, je le dis aussi bien pour mon ami Juppé ou pour Gaudin que pour Gérard Collomb ou pour n'importe quel autre. Ouais, moi, je répondrais à Michel Noir que je respecte énormément également, que la grande force pour avoir 30 ans, c'est d'avoir des racines profondes. Donc le vrai talent, c'est pas l'âge du capitaine, c'est la moyenne d'âge de l'équipage. Clairement, Gérard Collomb est à la politique ce que Bocuse est à la gastronomie à Lyon. C'est-à-dire quelqu'un d'incontournable. Et même s'il y a énormément de chefs de très grand talent, il n'y a qu'un Bocuse. Un grand chef qui pourtant n'a jamais semblé aussi fragile sur son trône. Ses deux fidèles lieutenants, Georges Kepenekian et David Kimmelfeld, viennent d'annoncer qu'ils le défieront dans les urnes en mars 2020. Tous deux convaincus que la ville a changé et qu'il est temps pour Gérard Collomb de laisser sa place à une nouvelle génération. Mais un baron peut-il renoncer à son fief ?